Comment une métropole comme Montréal peut-elle continuer de grandir sans s'étouffer? On fait face à une crise du logement, des embouteillages qui n'en finissent plus, et puis le changement climatique qui se fait sentir. La question est immense. Mais voilà qu'une feuille de route, qu'on pourrait presque qualifier d'utopique, vient d'être adoptée pour les 20 prochaines années. C'est un pari audacieux. Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur le nouveau plan métropolitain d'aménagement et de développement, le fameux PAMAD, qui va dessiner le Grand Montréal de 2026 à 2046. Nos sources, ce sont des documents, des extraits de wikiresidence.ca et infodrone.ca, et notre mission, c'est d'aller au-delà des grands titres pour voir si cette vision, si elle a une chance de survivre au contact de la réalité. C'est exactement l'enjeu. Et il faut le dire tout de suite, ce n'est pas un document d'urbanisme poussiéreux, c'est un projet de société. Quand on le lit, on voit bien que tout repose sur 3 grands piliers, 3 idées qui reviennent constamment. D'abord, créer ce qu'ils appellent des milieux de vie complets. On va y revenir. Ensuite, provoquer une vraie révolution dans notre façon de nous déplacer. Et enfin, mettre en place une protection beaucoup plus musclée de l'environnement. Commençons par le sujet qui est sur toutes les lèvres en ce moment, le logement. Face à la crise actuelle, les chiffres du plan sont, disons, percutants. On parle d'un objectif d'ajouter environ 309 900 nouveaux logements d'ici 2046. C'est un chiffre énorme. C'est nécessaire pour rattraper le déficit. Mais le chiffre en lui-même, il ne dit pas tout. La vraie bombe, elle est dans les conditions qui y sont rattachées. C'est là que j'ai sourcillé en lisant les documents. Le plan ne se contente pas de suggérer, il impose une règle qui change complètement la donne. 70% de tous ces nouveaux logements devront être construits près des grandes infrastructures de transport collectif. Mais attendez, ça, c'est pas juste une recommandation? Non, pas du tout. Le plan oblige à construire là? C'est bien ça. C'est une obligation. C'est l'approche qu'on appelle le développement axé sur le transport en commun, le DAT, ou TOD en anglais. L'idée est simple et double. D'un côté, on veut rentabiliser les milliards investis dans le REM, le métro, les bus. Ces infrastructures, elles sont utiles seulement si les gens vivent et travaillent juste à côté. De l'autre côté, c'est l'arme la plus efficace pour s'attaquer à la dépendance à l'auto. C'est ça la cause de la congestion. Et sur le logement, il y a une autre mesure qui semble très ambitieuse. Le plan exige que 20% de tous ces nouveaux logements soient hors marché. On parle donc de logements sociaux, abordables, de coopératives. 20%, c'est énorme. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant pour avoir un impact réel sur l'abordabilité? C'est une excellente question. 20%, ce n'est pas une solution magique, c'est sûr, mais c'est un plancher qui n'existait pas à cette échelle. C'est un signal très fort envoyé au marché. L'objectif direct, c'est d'offrir un toit aux ménages à faibles et moyens revenus, les premières victimes de la crise. Mais l'impact recherché est plus profond. En intégrant de l'abordabilité dans ces nouveaux quartiers, bien connectés, on cherche à garder une mixité sociale. On veut éviter les erreurs du passé, où l'on a construit des quartiers pour les riches près des transports, en repoussant les autres toujours plus loin. D'accord. La vision est limpide, on densifie, on connecte, on intègre de l'abordable. Mais ça m'amène à une question évidente. Qui paie pour tout ça? Ça doit coûter une fortune. Et en regardant les sources, j'ai vu que le PMAD n'a pas de budget propre. Comment ça marche? C'est un point qui déroute souvent, oui. Le PMAD, ce n'est pas une banque, c'est plutôt un chef d'orchestre. Son rôle, ce n'est pas de détenir les fonds, mais d'obliger tout le monde, les gouvernements, les municipalités, à jouer la même partition. Il oriente des dizaines de milliards de dollars d'investissement public sur des décennies. Le PMAD précédent, juste pour donner une idée, parlait déjà de 23 milliards juste pour le transport en commun. Donc ce n'est pas un centre de coût, mais un outil pour aligner les dépenses. C'est plus que ça. Ce qui est fascinant, c'est de le voir comme un levier économique. Premièrement, ça stimule la construction. Près de 310 000 logements, ça représente des années d'activité économique. Deuxièmement, et c'est plus subtil, ça donne une prévisibilité aux investisseurs privés. En disant 70% du développement se fera ici, le plan élimine une grosse part d'incertitude, les promoteurs savent où investir. Et il y a un troisième levier, celui qui, je l'avoue, m'a le plus surpris. L'idée que densifier, ça permettrait d'économiser de l'argent. Oui, et c'est probablement l'argument économique le plus puissant du plan. Ça renverse complètement l'idée reçue. On pense que la densification coûte cher en service, mais c'est l'étalement urbain qui est un gouffre financier. Chaque nouveau quartier est à 30 km du centre. Ça exige des kilomètres de nouvelles routes, de nouveaux égouts, d'aqueducs. C'est des coûts astronomiques. La densification, au contraire, rentabilise ce qui existe déjà. D'accord, mais ça nous amène au cœur du problème.
Les 82 municipalités de la CMM, elles sont en première ligne. Densifier, ça veut dire plus d'élèves, plus de gens dans les parcs. Ça demande des investissements locaux. D'où vient cet argent? L'idée d'exiger des redevances des promoteurs est là, mais est-ce que les promoteurs vont pas juste refiler la facture aux acheteurs? Propose justement un cadre métropolitain pour ces redevances, pour harmoniser les pratiques. L'idée, c'est que la croissance doit payer pour la croissance. Si un projet génère des profits, une partie de cette plus-value retourne à la communauté. Mais ce n'est pas le seul outil. Les sources parlent aussi de programmes d'aide financière, une sorte de péréquation, pour compenser les municipalités qui font des efforts particuliers. D'accord. Le plan redessine où on va habiter. Mais ça sert à rien si on est toujours pris dans le trafic. Comment est-ce que le PEMADS attaque à notre façon de nous déplacer? L'ambition est tout aussi radicale. Le chiffre à retenir, c'est 50%. Le plan vise à ce que d'ici 2046, la moitié de tous les déplacements se fassent soit en transport actif, la marche, le vélo, soit en transport collectif. On ne cherche plus juste à fluidifier le trafic, on cherche à le remplacer. 50%. Ça semble presque irréel quand on regarde l'état actuel des choses. Mais les bénéfices, si on y arrive, sont évidents. Moins de pollution, moins de GES. Bien sûr, mais ça va au-delà. C'est aussi un enjeu de santé publique. On a construit nos villes pour la voiture et ça a favorisé la sédentarité. Remettre la marche et le vélo au cœur du quotidien, c'est une politique de santé préventive. Et ça se connecte à l'autre grand rôle du PMAD, gardien du territoire. Il y a deux autres cibles environnementales très fortes. La première, c'est de placer 30% du territoire métropolitain sous un statut de conservation. Et là, on ne parle pas juste de protéger quelques parcs. Les sources insistent sur l'importance de protéger les terres agricoles. C'est pas juste une question de paysage. C'est notre sécurité alimentaire et une industrie qui pèse lourd. Exactement, protéger ces terres, c'est un investissement. La deuxième cible, c'est la canopée. On vise à ce que 35% du territoire urbanisé soit couvert par les arbres. C'est notre meilleure climatisation naturelle, notre meilleure arme contre les îlots de chaleur. Un arbre, ce n'est pas une dépense, c'est une infrastructure essentielle. D'accord, on a parlé des bâtiments, de l'argent, des transports, de l'environnement. Mais si on essaye de visualiser, si ce plan fonctionne, qu'est-ce que ça change concrètement dans le quotidien? Mon mardi matin, il est différent comment en 2045? C'est la question essentielle. Le but de tout ça, c'est de créer ces fameux milieux de vie complets. L'idée, c'est de pouvoir faire l'essentiel de ces activités à courte distance de chez soi. C'est l'idée que vous pouvez déposer les enfants à la garderie à pied, prendre un café, faire quelques courses et être au bureau en moins de 20 minutes sans toucher à vos clés de voiture. Le bénéfice le plus direct, c'est du temps. Moins de temps de transport, plus de temps pour sa famille, ses loisirs. C'est une promesse de meilleure qualité de vie. Oui, mais ce qui est crucial, c'est que cette qualité de vie n'est plus un simple bonus social, c'est devenu un argument économique de premier plan. Dans la compétition mondiale pour attirer les talents, un territoire plus vert, où il est facile de se déplacer, devient un avantage concurrentiel majeur. Les entreprises veulent s'installer là où leurs employés ont envie de vivre. La qualité de vie, c'est la nouvelle monnaie. Pour résumer, on a un plan qui ne manque pas d'audace, près de 310 000 logements, avec cette règle d'or de 70% près des transports en commun, un objectif de 50% de mobilité durable, on ancre l'abordabilité avec 20% de logements hors marché et on protège 30% du territoire. C'est la vision d'un Grand Montréal plus dense, plus vert et, en théorie, plus juste. C'est une feuille de route exceptionnellement claire. Mais, comme le soulignent les sources, le vrai test commence maintenant. C'est celui de la mise en œuvre. Et ça m'amène à une dernière pensée, une question qui reste en suspens. Je vous écoute. Ce plan présente une vision forte, cohérente, presque centralisée pour tout le Grand Montréal. Mais son succès, on l'a dit, dépend de la volonté de 82 gouvernements municipaux distincts de travailler ensemble. Et la question qui se pose, c'est la suivante. Dans cette dynamique, est-ce que la gouvernance décentralisée de la métropole, c'est sa plus grande force parce qu'elle permet d'adapter le plan aux réalités locales, ou est-ce que c'est au contraire son plus grand risque en menaçant de diluer cette vision unifiée dans un océan de compromis? C'est probablement sur cette tension que se jouera l'avenir de ce projet.